un chiffre. Le bouclier tarifaire cette année, c'est 49 milliards d'euros sur l'énergie. Sur l'électricité. Ça veut dire que c'est 4 fois la réforme de retraite. Est-ce que vous mesurez, je ne sais pas si vous et vos auditeurs, vous mesurez ce que ça signifie cette folie-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, EDF produit le mégawattheure à 40 euros. Il peut être vendu, parce qu'il y a de la spéculation et parce qu'on se fixe sur le tarif européen de l'énergie, 500, 600 euros. Il est plafonné par l'État à 280 euros. Et la différence, l'État va le donner à la spéculation. Ces 49 milliards d'euros-là, ce sont des sommes gigantesques, ce sont juste des sommes versées à la poubelle aujourd'hui, ce sont des sommes versées dans la spéculation. Aujourd'hui, on a, pour cette année et pour l'année dernière, près de 50 milliards d'euros de subventions à la spéculation. On est dans un espèce de délire total. Est-ce que vous le mesurez, Monsieur Bourdin, ce qui se passe sur l'électricité aujourd'hui? C'est 5 fois le budget de la justice. C'est quasiment le budget de l'éducation nationale qu'on jette là, sans absolument aucune utilité, simplement parce qu'on a des règles qui sont stupides, qui sont crétines, et qu'on se fixe sur le tarif européen qui est fondé sur le gaz. Il va être révisé apparemment. Oui, mais non, mais nous verrons bien. Tout à fait à la marche. Moi, j'attends de voir aussi. Mesurer. Oui. Enfin, on est dans une dinguerie. On est dans une dinguerie. 50 milliards d'euros par an. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire? Ce qu'on pourrait rénover comme logement, parce que ça devrait être notre préoccupation principale, que de rénover les passoires thermiques. 50 milliards d'euros simplement parce qu'on est dogmatique. Parce qu'il y a un fanatisme du marché. Et parce qu'à la place de sortir l'énergie du marché en disant, bon voilà, on revient à l'ancienne. On revient à ce qu'on a fait, EDF nationalisé avec des tarifs réglementés, ça a très bien fonctionné pendant des décennies et ça a apporté une sécurité. Vous savez, tout à l'heure je parlais de stabilité. Ça a apporté une stabilité à la fois aux locataires, à la fois aux Français, mais aussi aux industriels, mais aussi aux artisans, mais aussi aux mairies qui savaient combien ils allaient devoir payer. 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h03, vous savez que tous les jeudis, nous consacrons 7 heures, entre 11h et midi, à la politique. Alors tous les jeudis, des députés, des sénateurs de tous bords viennent débattre sur l'actualité politique, l'actualité sociale, l'actualité internationale, etc. Mais aujourd'hui, c'est un peu spécial puisque nous recevons seul François Ruffin, député LFI de la Somme. François Ruffin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation et merci de répondre aussi aux questions de nos auditeurs 0826 300 300. Je sais qu'il y en a déjà pas mal, questions variées. Nous allons prendre ces auditeurs dans un instant. Je vais vous faire réagir à l'actualité, François Ruffin, mais je voudrais simplement vous faire réagir tout de suite. Je vais entrer dans le vif du sujet, hein. Vous me connaissez. François est prêt en avance, c'est pas moi qui l'ai tweeté, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté récemment. Alors, est-ce à vos yeux de l'ironie, de la flatterie? Est-ce très mitterrandien? Est-ce que vous vous seriez bien passé de ce tweet? Ou est-ce que c'est une amitié feinte? Ou est-ce que c'est une réelle amitié? En tout cas, je le prends. Voilà. Oui. Je pense que c'est pas le moment. Je pense que les Français ont bien autre chose dans leur tête. Les questions d'inflation, les questions de retraite, les questions de travail. Il y a bien d'autres choses à discuter de qui va être candidat en 2027 et dans cette course à l'échalote là. Mais bon, voilà. Et je prends. Moi, je suis pas prêt. Je me prépare. Je me prépare. Je me prépare à être une carte sur la table possible pour ça, mais pas dans la solitude. Vous savez, je pense que quand on regarde ce que fait Macron, il y a un grand sentiment de solitude. Que c'est un homme tout seul qui décide pour le reste du pays, et voire contre le reste du pays, et que il est temps de sortir de cet isolement-là et de construire une équipe dont on a le sentiment que ça respire. Il n'y a pas d'homme ou de femme providentielle maintenant. Ce qu'il nous faut, c'est ce que vous dites dans votre blog. Mais même, vous savez, il nous faut 65 millions d'hommes et de femmes providentielles. Il faut que ça soit. On a un pays qui a redressé, qui va mal. Je veux dire, un hôpital en lambeaux, une école qui recrute les enseignants en job dating, le rail qui déraille. Enfin, on va revenir sur tout ça. Les médicaments qui sont plus dans les pharmacies, les prix de l'électricité qui font du yo-yo. Enfin, on a. Il ne s'agit pas de dire que tout est sombre, parce que on peut avoir du bonheur privé, avoir un bon barbecue, s'amuser avec les copains, être content de voir sa femme et ses enfants. Il y a tout ça. Il y a le bonheur privé qui compense, mais dans la sphère publique, on a quand même un pays qui va mal après 2 ans de crise Covid, de guerre en Ukraine, et ainsi de suite. Bon, dans ce temps-là, je ne crois vraiment pas que c'est un homme avec un super cerveau qui viendra pour apporter le bonheur à tout le pays. C'est une équipe que vous pourriez conduire. Ouais. J'y reviendrai, je ne vais pas insister lourdement là-dessus. Ne vous inquiétez pas, je reposerai les questions. Simplement, j'ai lu votre blog, écrit le 6 mai, c'est pas vieux, hein, il y a 4 jours, publié, dans tous les cas le 6 mai, et dans ce blog, eh bien, vous
comme si vous présentiez un programme et puis vous dites j'aurai un autre ton, j'ai un autre ton, je réfléchis au ton qu'il faut avoir. C'est ce que vous dites. Hein. Bon, d'abord, ça fait 23 ans que moi j'écris et que je réfléchis et que je m'oppose et que je propose. Bon voilà, ça fait donc c'est une pensée qui mûrit, qui évolue, ainsi de suite. Mais votre pensée mûrit justement. Oui, j'espère bien. J'espère que vous savez, personne n'est figé dans ce qu'il pense. Bon, donc il y a aujourd'hui le sentiment qu'il y a une raison sur le fond. En gros, concurrence, mondialisation, compétitivité, les gens sont fatigués de ça et il y a une proposition qu'on a dans notre camp de dire voilà, il faut tempérer tout ça, il faut qu'il y ait la santé, l'éducation qui sortent de la compétitivité à tout crin. Bon, ça c'est sur le fond. Et après, sur le ton, quel est l'état d'esprit du pays ? Je pense qu'on a un pays qui est fatigué. Au fond, les gens demandent un peu qu'on leur fiche la paix. Ce matin, je voyais des gens, je leur disais finalement, on se demande si ça serait pas mieux d'être en Belgique avec une année sans gouvernement et juste, on nous fiche la paix. Et je pense qu'il y a une grande fatigue, même une perte de repères. Moi, j'ai mon gamin qui va rentrer en seconde. Putain, on comprend plus rien de ce qui se passe au lycée. Le baccalauréat, comment il va être passé. Vous voyez, comment on rentre à l'université. Ne serait-ce que ces repères-là, dans notre vie quotidienne presque, ils sont en permanence bousculés. On est mis dans un tourbillon. Bon, je pense qu'il y a, face à cette très grande fatigue, et quelque part, les retraites ont incarné ça aussi. Il y a une demande de stabilité dans le pays. Il y a une demande d'être rassuré. Il y a une demande... c'est ce que vous écrivez, c'est très intéressant d'ailleurs. Emmanuel Macron publiait un bouquin qui s'appelait Révolution avant la présidentielle de 2017. Il disait qu'il voulait une société sans statut. Voilà. Mais... au fond, moi je pense que les gens, ils ont envie de statut, c'est-à-dire aussi de choses qui sont solides, des piliers qui sont ancrés dans la société et qui proposent une stabilité. Et que le fait que ça soit liquide, fluide... Mais ce n'est pas de la révolution, cela. Ce n'est pas une révolution. Comprenez, François Ruffin, proposer la stabilité, proposer des statuts, le maintien de statuts, proposer une sérénité, ce n'est pas une révolution. Aujourd'hui... le discours qui a été le discours dominant pendant 40 ans, d'abord il est mort. Il est mort dans la tête des gens depuis longtemps. Concurrence, compétitivité, mondialisation, vous dites ça aux gens, vous les faites fuir, vous les attirez pas. C'est dans le temps, hein, le traité constitutionnel européen de 2005 a prouvé, 55% des Français, 80% des ouvriers, un décrochage de cette idéologie-là. Donc moi, quand j'entends Macron, Bruno Le Maire et compagnie, j'ai l'impression, vous savez... Pourquoi dites-vous Macron et Bruno Le Maire ? Parce que pourquoi est-ce qu'on dit Macron et pourquoi est-ce qu'on... c'est vrai ? Pourquoi est-ce que Macron est le seul homme politique qui est nommé sans son prénom ? Parce que vous savez, quand ils n'ont jamais prénommé. Chirac, c'était pareil. Mitterrand, c'était pareil. Je pense que quand on a des gens qui sont comme ça très présents dans l'espace public, il y a un raccourci qui se fait et on finit par nommer par le nom de famille et puis c'est tout. Bon, mais c'est une parenthèse. Monsieur Emmanuel Macron, ça me gêne pas. Monsieur. Non, mais ça me gêne pas. Le citoyen Macron. La parenthèse est refermée. Mais je les vois quelque part comme des coyotes. Vous savez, dans les dessins animés de Tex Avery, à un moment, ils continuent à courir. Il y a le vide en dessous. Et aujourd'hui, il y a un vide de leur discours. Leur discours, il repose plus sur rien. Il y a une lassitude des gens vis-à-vis de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a à proposer ? Je pense qu'il ne s'agit pas de dire qu'on va faire une société sans concurrence. Il y a toujours une part pour la concurrence. Vous êtes une radio, vous êtes placé dans un système de concurrence. Moi, je faisais mon journal qui était dans la concurrence et ça pose pas de souci. Mais en revanche, il y a des secteurs qu'on doit sortir de la concurrence. Je l'ai dit, l'éducation, la santé. Alors, vous écrivez, je vous lis, des réponses se font jour, sans rien de révolutionnaire. C'est ça qui est un peu nouveau, me semble-t-il. Sans rien parce que j'entends le mot révolution employé dans votre parti sans cesse. Sans rien de révolutionnaire. Plutôt de décence et de bon sens. Voilà ce que vous écrivez. C'est un libre-échange que l'on tempère, que l'on modère, sans autarcie aucune, mais avec des barrières douanières, des taxes aux frontières, selon les industries que l'on veut protéger ou faire renaître ici. C'est un travail que l'on ne flexibilise plus, mais à qui on offre statut et revenus, des droits associés, garanties de dignité. Ce sont des secteurs placés hors marché, hors concurrence. La santé, l'éducation, le logement en partie, l'accès à l'énergie, c'est une fiscalité juste. Bon, je m'arrête là, mais c'est un programme, ça.
En tout cas, c'est des pistes, c'est des directions. Mais voilà. Et c'est pas comme si j'ai inventé ces pistes-là le week-end dernier. Vous savez, ça fait 15 ans qu'en gros je les porte et qu'on les a portés parfois dans une certaine solitude. Regardez ce qui se passe là. Vous savez bien qu'en fonction de l'époque et en fonction des discussions politiques, ça prend plus ou moins de relief. Je le constate. Dire que parfois il y a eu un chemin solitaire qui aujourd'hui devient majoritaire. Je pense que ce que j'énonce là, ce sont des choses qui deviennent des évidences pour aller 60, 70, 80% des Français qui se disent c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président de la République pose la question de la réindustrialisation. Moi, ça fait 23 ans. Vous savez que c'est le cœur de ma bataille. Alors, je suis né lui dit c'est la mère des batailles, la réindustrialisation. Tant mieux qu'il en arrive là. Mais l'élite de notre pays, qu'est-ce qu'elle a fait dans les années 80 ? Elle a tout parié sur la banque et les assurances et elle s'est dit l'industrie s'est dépassée. Moi, quand je portais les questions de délocalisation, on me disait mais on s'en fiche, c'est pas important. Et le premier Emmanuel Macron qu'on a eu, c'est-à-dire celui qui était au ministère de l'économie, il en avait rien à fiche de l'industrie, mais vraiment rien du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a balancé Alstom aux Américains de General Electric. Donc maintenant que Emmanuel Macron vient de se repositionner en disant l'industrie c'est quelque chose d'important, je suis moins solitaire, tant mieux. Maintenant, il y a même des questions sur lesquelles on va aller, mais le fait que cette renaissance de l'industrie, on ne l'obtiendra pas sans protection douanière. Bon, je vois hier, imaginez, au Parlement européen, ils ont voté pour que il y a des taxes aux frontières de l'Union européenne quand ça s'appuie sur de la main-d'œuvre qui est sous le seuil de pauvreté. Au niveau de l'Union européenne, je veux dire, c'est un truc qui, il y a 10 ans, était fou. Moi, quand je parlais de protection... Mais vous vous réjouissez, j'imagine. Mais bien sûr, je me dis que ça ne veut pas dire que ça entre dans les faits. Dit Bruno Le Maire. Ça ne veut pas dire que ça entre dans les faits, Monsieur Bourdin. Ça veut dire que ni au niveau de l'Union européenne, ni dans les discours d'Emmanuel Macron, j'ai confiance que ça se traduise dans les faits. Je vois une évolution du discours qui, pour moi, va dans le bon sens. Qu'est-ce que c'est notre rôle aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'on a des grands changements politiques sans qu'il y ait déjà eu des grands changements dans les mentalités de la société. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des mentalités de la société qui sont prêtes pour qu'il y ait des changements politiques qui soient proposés. Je dirais des ruptures douces. Parmi les mesures que va annoncer Emmanuel Macron, il y a une réforme du bonus écologique versé aux acheteurs de véhicules électriques pour favoriser les modèles produits en France. C'est-à-dire que, en fait, c'est une forme de protectionnisme. Bruno Le Maire ajoute, il faut que le gouvernement soutienne massivement son industrie et protège son marché, un peu comme le font les États-Unis et la Chine. Oui, mais maintenant, il faut passer de ces paroles aux actes. De ces paroles aux actes. D'accord. J'ai compris. Parce que la réindustrialisation que souhaite Emmanuel Macron, je vois qu'il a fait un voyage en Chine il y a 15 jours. Pas une seule fois, il a parlé de notre déficit commercial. Pas une seule fois, il allait discuter avec le chef de l'État chinois pour se dire, voilà, sur le secteur du médicament, on souhaite protéger le secteur du médicament, non pas par hostilité envers vous, les Chinois qui avez les principes actifs, mais pour retrouver une certaine souveraineté. Or, à un moment, si on ne met pas cette question-là sur la table, il n'y aura pas de réindustrialisation. Elle ne se produira pas. Donc il faut... Je vais prendre un exemple. Le symbole de la crise Covid, c'est quoi ? C'est le masque qu'on s'est mis sur le nez pendant une année. Emmanuel Macron a mis des centaines de millions, c'est vrai, pour qu'il y ait une industrie du masque en France. Il a subventionné une industrie du masque. Je suis allé, moi, les rencontrer parce que j'ai le président de la Fédération du masque français, donc un patron qui m'a alerté en disant, voilà, on n'arrive pas à vendre nos masques ici. Donc je suis allé visiter son usine qui était du côté de Montpellier. Je rentre dans la boîte et il y a l'agent de maîtrise qui me dit, bon, on va mettre les machines en route, mais c'est vraiment pour vous. Ah bon, comment ça se fait ? Dans la crise du Covid, alors que les gens avaient tous un masque sur le nez. Mais il me dit, comme 99% du marché, c'est les Chinois qui vendent leurs masques, il n'y a pas de place pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis tous ces euros-là, des millions d'euros, pour créer des industries du masque, plus de la moitié des usines ont fermé. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas une politique commerciale qui est liée à notre politique industrielle, on parviendra à rien. Donc il faut identifier les secteurs qu'on veut vraiment relocaliser et avoir une politique commerciale qui soit liée à ça. Sachant que, je ne sais pas si on reviendra, notre déficit commercial, c'est une catastrophe. Bien, oui, le déficit commercial, c'est une catastrophe. Alors, on va observer une première pause, François Ruffin. J'avais un auditeur, je ne sais pas si nous allons pouvoir le prendre, qui est à Boulogne-Billancourt. Est-ce que nous allons pouvoir le prendre après la pub ? Non, mais je vais vous poser sa question. D'accord.
d'ailleurs, réfléchissez à la question. Tiens, je vous la pose. Non. Beaucoup d'électeurs de la gauche sont passés chez Marine Le Pen. Comment l'expliquez-vous et comment les récupérer? Vous allez répondre juste après la pub. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Bien, on va parler de la réforme des retraites. Frédéric est là, Chantal aussi veut vous interroger là-dessus. Mais je voudrais, sur cette réforme, qu'on parle Mais j'avais une question d'un auditeur avant. Oui. Hein, je réponds pas à la question de l'auditeur. Si, vous avez raison, oublié. François, Heureusement que je suis là pour François, rappeler. j'ai oublié. Alors allez-y. Comment faites-vous? Oui, je rappelle la question. Beaucoup d'électeurs de la gauche sont passés chez Marine Le Pen. Comment l'expliquez-vous et comment les récupérer? Bon, d'abord, sur un territoire comme le mien, dans le coin d'Amiens, oui. on comprend rien si on pose pas au cœur la question de l'industrie et de tout ce qui s'est passé, du choc industriel des années 80 avec la disparition du textile en 10 ans. Oui. Derrière, c'était la métallurgie, avec des noms, hein, Abelia, Pariso Siège de France, Whirlpool, Magneti Marelli, Honeywell et ainsi de suite. Et il est évident qu'à ce moment-là, que devait faire l'élite et en particulier la gauche? Son rôle est de protéger. Et de protéger le peuple, et de protéger les classes populaires. Et à la place, qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? On a livré les ouvriers au vent mauvais de la mondialisation. Et sans les protéger. La gauche a échoué. C'est pas qu'elle a échoué, disons la vérité, parce qu'on est là pour se dire... Elle a trahi. On est là pour parler vrai. Pour parler vrai, mais oui, François Ruffin. Mais, oui. Elle a abandonné sa base sociale, et elle a organisé cette mondialisation, cette européanisation d'abord, la libre circulation des capitaux et des marchandises à l'échelle du continent européen, et y compris avec les élargissements à l'Est, qui ont fait qu'il y a plein d'usines qui ont déménagé de chez moi pour aller en Pologne, en Slovaquie et tout ça, et avec, au niveau mondial, avec des départs vers la Chine, et on avait Pascal Lamy, qui était un socialiste, qui était président de l'Organisation mondiale du commerce. Donc il y a eu une organisation, et la gauche a été complice de ça. Et il est évident que ça produit chez des gens qui étaient frappés. Chez moi, c'est des gens qui ont été licenciés plusieurs fois, qui sont frappés très concrètement par cette mondialisation-là. Si la gauche ne les protège pas, ils vont aller chercher un autre protecteur. Alors comment récupérer ces électeurs? D'abord, avoir un discours très clair. Vous voyez que j'ai un discours très clair sur le mal qu'a produit. Pardonnez-moi de vous le dire, François Ruffin, j'ai l'impression que c'est la naissance d'un nouveau discours. Chez vous, vous avez évolué, vous me le disiez tout à l'heure. Si. Non, vous voulez pas le dire. Non, c'est pas vous vrai. voulez pas le dire. Vous préparez quelque chose, François Ruffin, mais évidemment. Je prépare rien du tout, je continue ce que j'ai entamé depuis longtemps. Vous savez, j'ai écrit un bouquin sur le protectionnisme, ça devait être en 2008 ou 2009. Donc cette question-là, ça fait 14 ans au moins que je la porte, et en vérité, dans l'économie mondiale, ça fait bien davantage. Donc en revanche, si vous voulez que je dise j'ai changé, comme ils disent tous, j'ai changé, je cherche à changer dans le ton. Voilà, ça c'est vrai. Pour incarner. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, les gens sont fatigués. Ils ont eu 2 ans de crise Covid, ils ont eu la guerre en Ukraine, ils ont le sentiment que tout bouge tout le temps. Marine Le Pen aussi a changé dans le ton, vous l'avez remarqué. Oui, c'est évident. Et je pense qu'il y a la nécessité d'incarner une forme de sécurité, de rassurer, d'être dans la stabilité, et pas dans la polémique permanente. Ça veut dire attirer des électeurs ou des électrices qui ne voteraient pas forcément pour la gauche, avec un ton excessif, comme il est parfois employé à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Oui, je pense que on a autant sur le fond, moi je suis solide et je suis convaincu qu'on a un certain nombre de réponses qui sont solides sur l'hôpital, sur le travail, le mal-être au travail. On ne comprend pas la France d'aujourd'hui et les classes populaires aujourd'hui si on ne place pas au cœur la question du mal-être au travail. Vous savez, vous me connaissez, moi je suis avant tout reporter et je le reste, y compris comme député reporter. J'étais chez Verbaudet, je ne sais pas si vous voyez, dans le nord de la France, là c'est là que se trouve le centre logistique qui envoie les habits partout dans le pays. Je rencontre les salariés qui sont en grève depuis maintenant 6 semaines, sont des femmes, et qui me racontent très concrètement à la fois 327 salariés. Voilà, comment elles sont dans leur salaire leur permet pas de vivre. Je veux dire, il y a un truc à poser comme une évidence, c'est les Français doivent vivre de leur travail. Les Français doivent vivre de leur travail. Quand on se lève à 3h du matin, comme elles le font, pour aller embaucher à 4h30, que vous y passez votre journée, que vous faites 25 km à pied dans les ateliers de logistique pour aller prélever des cartons, ça veut dire que vous avez porté des tonnes de cartons, que vous avez mal aux épaules, que vous sortez de cette journée-là, et qu'à la fin, vous avez à peine de quoi survivre, qu'un certain nombre d'entre elles vont pouvoir aller au secours populaire pour faire des colis parce qu'elles sont mères célibataires, mais que pour les autres, je leur demande, mais alors les vacances cet été, moi ça fait 5 ans que j'ai pas pris de vacances, et mon gamin il peut pas aller en centre d'activité, j'ai pas de quoi payer le centre d'activité. Donc voilà, je comprends. La question il y a des propositions de la direction, les syndicats majoritaires ont signé les propositions de la direction, là il n'y a aucune union syndicale. Non, mais il n'y a pas d'union syndicale. Moi je vous parle même pas des syndicats, je vous parle je vous dis
quelles que soient les propositions de la direction, comment on peut accepter dans notre pays que des gens qui tiennent le pays debout, qui ont continué à travailler pendant la crise Covid, peinent simplement à payer le centre d'activité pour leurs enfants cet été? Vous savez, quand ce sont les parents qui sont touchés, qui doivent se priver sur le restaurant, sur le cinéma. Je trouve ça triste déjà, parce qu'on a le droit d'avoir des petits plaisirs dans la vie. Mais quand en plus ce sont les enfants qui sont frappés, bon bah, il y a quelque chose. Oui. Alors, donc, comment récupérer les électeurs de Marine Le Pen? Eh ben, en ayant conscience, d'abord en parlant de cette mondialisation, voilà, c'est une chose, et en ayant conscience des conditions matérielles d'existence et en y apportant des réponses. Par exemple, là, il faut l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est une évidence. Aujourd'hui, il nous faut l'indexation des salaires sur l'inflation. C'est-à-dire que quand il y a 5, 6, 7% d'inflation sur un an, il faut que les salaires ils augmentent de 5, 6, 7% sur un an. Quand l'entreprise double son chiffre d'affaires pendant le Covid, eh ben, il doit y en avoir évidemment une partie qui va aux salariés. Et ça, si vous voulez, quand vous dites ça, vous le voyez dans les sondages d'opinion, il y a 80% des Français qui sont d'accord avec ça. C'est de l'ordre de l'évidence. Donc c'est une nouvelle évidence qui s'est installée dans la tête des gens. Maintenant, il faut le transformer en loi. Alors Frédéric est à Carcassonne. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Monsieur Ruffin, bonjour à tous les auditeurs et vos chroniqueurs. Allez-y Frédéric, quelle question? Pour moi, la réforme des retraites, c'est une aberration. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Maintenant, il faut trouver le moyen de la faire sauter, cette réforme-là, cette loi. Pourquoi les députés n'arrivent pas à faire passer un référendum d'initiative populaire? Il y a certainement des raisons, et dans ce cas-là, pourquoi n'arrive-t-il pas à changer la loi de manière à pouvoir avoir un référendum plus facilement, puisque à chaque fois cercadé par le Conseil la haute constitutionnelle, oui. Voilà. Oui. Alors, quelle question voulez-vous faire? Voulez-vous poser? Vous dites, je ne comprends pas. Comment se fait-il que cette réforme impopulaire ait été promulguée, que la loi ait été promulguée et qu'elle sera peut-être appliquée, même si le 8 juin, il y a effectivement une proposition de loi, vous allez la voter, j'imagine. Oui, bien sûr. Bon, d'abord dire la folie de cette histoire quand même. La folie de cette réforme. À ce moment-ci dans le pays, je le disais, mais quand on sort de la crise Covid, de la guerre en Ukraine, des prix qui bondissent, des factures d'énergie que les gens se demandent comment ils vont pouvoir payer, avec, sur le plan politique quand même, Emmanuel Macron qui a une réélection sans panache, sans enthousiasme, derrière une majorité de briques et de broc très très relative à l'Assemblée nationale, et c'est sur cette base-là, alors que les Français, 3/4 des Français sont hostiles à cette réforme, 4/5 des salariés, tous les syndicats unis, qu'il prétend faire ça contre le reste du pays. Il y a une folie, parce que pendant ce temps-là, il y a un grand gâchis. C'est pas de ça dont on devrait s'occuper. Vers la grande réforme, l'ambition réformatrice, comme il parle le président de la République, ça devrait pas être se demander si on va continuer de 62 à 64 ans. Ça devrait se demander qu'est-ce qu'on fait pour l'école, qu'est-ce qu'on fait pour les hôpitaux, qu'est-ce qu'on fait pour les déplacements, qu'est-ce qu'on fait pour le logement, comment on affronte le choc climatique, et ainsi de suite. Bon, donc il y a franchement là une folie dont il s'agit de sortir. Comment on fait sur le plan démocratique? On est bloqué. On a tout essayé. On a tout essayé, puisque le référendum d'initiative partagée, avec tous les obstacles qu'il y a à ça, il faut qu'il y ait des sénateurs, il faut qu'il y ait des députés, il faut que les conseils constitutionnels soient d'accord. Et à la fin, il faut même que le président de la République soit d'accord pour poser le référendum. Donc on voit bien que ça ne va pas. Bon, l'évidence, c'est qu'il nous faut maintenant le référendum d'initiative citoyenne. Voilà, ça doit être partagé quasiment par tous les partis dans la société française. L'évidence, mais qui décide? Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on a là, il faudrait que les Macronistes. Moi, j'aurais voulu que Emmanuel Macron, au moins, il sorte de la crise des Gilets jaunes, qui pour moi était un mouvement populaire très très ample, en posant sur la table, oui, nous voulons le référendum d'initiative citoyenne. Et au moins, il y a une possibilité d'intervention. Je veux dire, vous regardez l'état même de violence de la société, et y compris sur les questions écologiques. Comment la France s'est sortie au 19e siècle. Vous savez, on était quand même un pays très violent, là. 1789, 1793, 1830, 1848, 1871, avec à chaque fois des émeutes populaires. Comment on a régulé ça? On a régulé ça en proposant un outil démocratique qui était le suffrage universel. Et bien, je pense qu'on est dans le même temps. C'est-à-dire qu'on est dans un temps d'exaspération, de fatigue, avec possiblement des violences. Et si on veut sortir de ça, il faut proposer aux Français un nouvel outil, et pour moi le référendum d'initiative citoyenne, un peu calqué sur ce qui peut se passer avec les votations suisses,
ça doit être un outil qu'on pose comme une évidence. Bien. François Ruffin, on va observer une pause. Justement, vous me conduisez vers les institutions, vers cette République. Est-elle une mauvaise République? Certains le disent. Je ne sais pas si vous partagez ces propos-là. On va voir. Certains, c'est Jean-Luc Mélenchon, 11h29. En tout cas, le 8 juin, c'est clair qu'il y a une proposition de loi. Vous allez y revenir. Voilà. On va y revenir. Jean-Jacques Bourdin. François Ruffin, notre invité, vous voulez l'interroger, n'hésitez pas. Le 8 juin, donc le 8 juin, il y a ce vote, proposition de loi du groupe Lyot pour abroger la réforme des retraites. Vous allez voter, j'imagine. Et on va gagner. Bon, mais après, ça ira au Sénat et le Sénat dira non. C'est vrai que sur le plan, je ne me fais pas d'illusions et je ne viens pas pour nourrir les auditeurs d'illusions. Mais maintenant, le seul fois où enfin on va pouvoir voter sur cette histoire-là, sur cette réforme des retraites, je pense qu'il y aura une majorité de non. Qu'est-ce que ça va signifier? Cette loi, pour moi, elle est défaite. Dans la durée, elle est défaite. Je veux dire, quand il y a un tel vice démocratique, aussi ample que ça, que des gens sont sortis plusieurs fois dans la rue par millions, que une très très nette majorité des Français y est opposée, que, y compris à l'Assemblée, on ne trouve pas de majorité, ça veut dire que ça ne va pas tenir. On ne peut pas fonctionner de cette manière-là. On arrive au bout du bout, là. Alors, l'Europe, je vous dis ça, je voulais vous parler d'Europe parce que c'est l'actualité aussi. Drapeau européen sur les frontons des mairies. Vous êtes favorable ? Je suis favorable. Ils existent déjà dans un certain nombre de communes. Oui, mais plus de 1500 habitants, obligatoire ce drapeau. Je suis favorable à la liberté des maires, des conseils municipaux, des habitants de décider s'ils veulent ou pas le drapeau européen sur la façade de leur mairie, mais que ça ne soit pas imposé. On ne fera pas aimer l'Europe de force. C'est un symbole de liberté, l'Europe ? C'est le symbole de l'Europe, c'est tout. C'est pas le symbole. Non, mais non, c'est pas un symbole de liberté. C'est le symbole de l'Europe. Bon, mais je veux dire ça, y compris pour les pro-européens. J'ai entendu Manon Aubry dire c'est une forfaiture démocratique. L'Europe. Je vais pas aller là-dedans. Je vous dis juste, on fera pas aimer l'Europe de force. Et comment les macronistes ils veulent la faire aimer là en imposant le drapeau. On n'y arrivera pas comme ça. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Je vais vous le dire. Sur les auto-entrepreneurs, sur tout ce qui est des Uber et compagnie, vous savez, ça représente maintenant, c'était 2 millions de créations de micro-entreprises sous Macron. Le Parlement européen, la Commission européenne a voté pour la présomption de salariat. C'est-à-dire que pour ces gens-là, il y a un droit au chômage, il y a un droit à la sécurité sociale, il y a un droit à la retraite. Qui s'y opposait? Elisabeth Borne, Emmanuel Macron. Mais il y a un droit à la sécurité sociale pour l'auto-entrepreneur. Il y a une cotisation. Il y a une cotisation pour la sécurité sociale. Il y a une cotisation, mais vous savez très bien que ça donne très très peu de droits à la sécurité sociale, très très peu de droits à la retraite, très très peu de droits au chômage. Je vous le dis. Pas de droit au chômage, mais droit à la retraite et droit à la sécurité sociale. Très faible, très faible. Je vous souhaite bon courage aux auto-entrepreneurs derrière. Donc, il y avait la question qui a été posée et tranchée par la Commission européenne et par le Parlement européen de dire il y a une présomption salariale, ils auront droit à ça. Je le redis, qui s'y opposait? Qui s'y oppose encore aujourd'hui? Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Mais vous prenez un autre dossier, le congé parental. Le Parlement européen et la Commission européenne étaient d'accord pour qu'il y ait un congé parental européen. Qui s'y est opposé? Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Donc je veux dire, si jamais on veut que les Français ils aiment l'Europe, c'est non pas en mettant un bout de tissu obligatoire sur toutes les mairies, que les maires puissent en décider librement. Ils ont déjà assez de contraintes sur le dos, les maires. Mais qu'en revanche, il y ait des mesures qui soient prises, qui fassent qu'on ait le sentiment que cette Europe-là, elle va dans le bon sens et pas à rebours. Merci François Ruffin. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir, d'avoir exposé vos idées, défendu vos idées.